Très bien. Donc nous allons pouvoir continuer. Donc nous poursuivons notre série d'auditions avec Monsieur Laurent Laforgue, mathématicien, titulaire de la prestigieuse médaille Fields. Donc on disait qu'il n'y avait pas de prix Nobel de mathématiques et membre de l'Académie des sciences. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions. Ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de mathématiques, chargé de recherche au CNRS, puis directeur... Non, c'est une erreur. Oui, enfin, je l'ai été il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, je suis professeur à l'Institut des hautes études. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, je fais votre historique, cher monsieur, pour que la foule... Je ne suis non, plus... Non, mais voilà. Voilà. Puis directeur... Ah, puis, d'accord. Voilà. Puis directeur de recherche en 2000. Vous êtes nommé la même année professeur à l'Institut des hautes études scientifiques. Nous sommes d'accord. En 2002, donc, vous recevez cette fameuse médaille Fields, notamment pour vos travaux sur la théorie des nombres et de la géométrie algébrique, illustrant la vivacité remarquable de la recherche mathématique fondamentale en France. L'année suivante, vous êtes élu membre de l'Académie des sciences. Parallèlement à vos travaux mathématiques, vous vous intéressez aux questions éducatives. En 2005, vous êtes nommé au Haut Conseil de l'éducation, instance dont vous démissionnerez quelques jours plus tard. Instance dont on me demandera de démissionner quelques jours plus tard. Ça, c'est important. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Vous êtes l'auteur, avec Liliane Lursa, chercheuse spécialiste des questions pédagogiques, d'un ouvrage intitulé « La débâcle de l'école, une tragédie incomprise », issu d'un colloque organisé en 2006 par le comité Laïcité République sur le thème « Refonder l'école de la République ». Vous y comparez l'état actuel de l'école avec celui de l'armée française en 1940 et mettez en avant la responsabilité des instances dirigeantes de l'éducation nationale. La Commission a souhaité vous entendre donc pour recueillir votre analyse de la situation actuelle de l'institution scolaire. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux sur les solutions envisagées pour refaire de l'école le creuset de notre République. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tous vos témoignages devant notre commission seraient passibles des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Et selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations devant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Monsieur l'académicien, vous avez la parole. Merci. Donc, comme il est assez clair d'après votre présentation, je n'enseigne pas et n'ai jamais enseigné dans une école, ni dans un collège ou un lycée. L'école m'intéresse d'abord parce que ma famille et moi lui devons. Mes grands-parents étaient ouvriers pour 2 d'entre eux, artisans pour le 3e, mère au foyer pour le 4e. Aucun n'avait suivi des études supérieures, ni même des études de lycée. 3 sur 4 avaient commencé à travailler à 12 ans, mais 3 sur 4 avaient obtenu leur certificat d'études primaires et parlaient et écrivaient parfaitement le français. Mes 2 parents ont fait des études supérieures. Chacun était en cela le premier dans sa famille, et ils sont devenus ingénieurs. Ils avaient aussi reçu au lycée une excellente éducation littéraire et, dans le cas de mon père, un apprentissage du latin et du grec que, aujourd'hui encore, il évoque avec une grande émotion, comme d'ailleurs la majorité des scientifiques âgés que je connais. Mes 2 frères et moi sommes devenus scientifiques, 2 comme chercheurs en mathématiques et le 3e comme professeur en classe préparatoire. Nous avions tous 3 étudié au lycée le latin
qui a joué un rôle majeur dans notre formation intellectuelle. Il y a une dizaine d'années, je me suis engagé publiquement sur la question de l'école, quand je me suis rendu compte que cette école, à laquelle ma famille et moi devons tant, et que nous avions tant aimé, était en voie de destruction très rapide. Ayant à l'époque pris connaissance avec effarement des programmes et des évolutions de contenu et de méthodes d'enseignement, et ayant mené une enquête personnelle par mes propres moyens, c'est-à-dire en examinant des manuels scolaires et en recueillant le plus possible de témoignages de professeurs, d'instituteurs et de parents d'élèves, j'avais d'abord pensé que ce qui se passait était tellement absurde qu'il suffirait de prononcer quelques phrases de bon sens pour que tout le monde se mette d'accord et que l'école se reconstruise. J'ai depuis totalement perdu cette illusion. Je ne fais plus confiance à l'école dite républicaine, à laquelle toute ma famille et moi-même avions tellement cru, pas plus qu'à l'école privée sous contrat, qui a malheureusement suivi le même chemin. Je n'ai aujourd'hui pas d'autre espérance que celle que de petits îlots d'instruction et de transmission des connaissances dignes de ces noms puissent subsister ici et là au milieu du désastre général, ou bien grâce à des instituteurs ou professeurs isolés de l'école publique ou des écoles privées sous contrat, qui restent fidèles à la cause de l'instruction et de la transmission et font tout ce qu'ils peuvent dans un environnement institutionnel hostile, ou bien dans le cadre d'écoles hors contrat, nécessairement aussi rares que leurs ressources et leurs moyens, qui maintiennent vivante la petite flamme de la transmission, grâce au dévouement d'instituteurs et de professeurs qui consentent de lourds sacrifices pour avoir la possibilité d'exercer leur noble métier d'enseignement conformément à leur conscience. L'état dans lequel plus de 50 ans de politique destructrice, à mon avis, ont mis l'école publique, comme aussi les écoles privées sous contrat, est tel qu'employer à son propos l'adjectif républicain déconsidère la République. Si l'on voulait faire aimer la République, si on veut faire aimer la République, plutôt que de l'invoquer à tout propos et hors de propos, il conviendrait de rétablir dans les écoles publiques un enseignement de qualité qui rende cette école digne d'être respectée. En 1968, même les jeunes du mouvement de mai n'ont incendié aucune école. Cela signifie que malgré leur révolte, ils savaient au fond d'eux-mêmes que l'école qu'ils avaient connue leur avait donné les moyens de parler, d'écrire et de penser, donc de critiquer, de se révolter, comme aussi de reprendre à leur compte l'héritage qui leur avait été transmis. En 2005, au contraire, les émeutiers des banlieues ont incendié des dizaines d'écoles. C'est que, bien que manquant des mots et des moyens de juger qui ne leur avaient pas été donnés, ils sentaient confusément que la nouvelle école qu'ils avaient fréquentée ne les avait pas nourris comme elle aurait dû le faire, et comme l'ancienne école avait nourri les générations précédentes. Si donc vous voulez que la République et son école soient aimées, rétablissez les contenus de l'enseignement pour qu'ils nourrissent à nouveau. Priorité absolue accordée à la lecture, à l'écriture, à la grammaire, à tout ce qui assure la maîtrise de notre langue. Apprentissage des grands classiques de la littérature, mathématiques et sciences où l'on raisonne vraiment et démontre, latin et grec qui permettent mieux que toute autre discipline la formation de l'esprit, etc. Mais vous devez savoir qu'un tel objectif, même avec les meilleures intentions du monde et la meilleure politique du monde,
ne pourrait être atteint qu'après des décennies d'efforts, en remontant à contre-courant la pente qui a été dévalée depuis des décennies. Voilà un propos liminaire très clair sur ce que vous pensez de l'école. Je dirais que c'est un beau plaidoyer pour l'école d'avant et, voilà, et votre vision de cette débâcle. Donc, je vais laisser la parole au rapporteur qui va vous poser donc des questions très précises après ce propos liminaire un petit peu pessimiste peut-être quand même, parce qu'on sent que la remontée dans votre bouche n'est pas gagnée puisqu'il faudra beaucoup de temps. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Grosperrin. Merci à vous. Non, mais je crois que c'est important d'entendre les propos des uns et des autres. En tout cas, nous sommes très fiers de vous recevoir aujourd'hui. Vous honorez le Sénat. Et la nostalgie n'est pas regrettée parfois. C'est-à-dire que certains ont pu nous dire que lorsqu'on est nostalgique, ça veut dire qu'on est réac. Et puis lorsqu'on est moins nostalgique, c'est on est dans le sens de l'histoire. Non, je crois que vous avez raison de dire qu'il y a des choses d'avant qui étaient intéressantes, qu'on a peut-être oubliées. Et je crois que votre approche, à mon avis, trouvera peut-être ses fruits dans un avenir prochain, et peut-être plus proche qu'on peut croire. Parce que je pense qu'on a quand même oublié beaucoup les contenus, on a oublié beaucoup des principes fondateurs de l'instruction, au détriment d'un certain type de pédagogisme qui a laissé les contenus. Moi, j'aurais trois questions. La première concerne la laïcité vis-à-vis de la commission Stasi qui s'était réunie et qui avait défini ce concept de laïcité avec des applications à l'école. Ça continue à faire souvent débat. Mais je vous pose cette question parce que dans l'article intitulé que vous avez fait « La laïcité, la République et l'école », vous distinguez 5 définitions différentes. Selon vous, quel sens doit avoir la laïcité et quelle doit être sa place à l'école? C'est ma première question. La deuxième question, dans ce même article, vous exprimez que l'école du savoir a disparu au profit d'une école à laquelle on aurait fixé comme mission première de faire partager les valeurs de la République. Selon vous, l'école peut-elle, ou doit-elle être le vecteur des valeurs républicaines? Si oui, sous quelle forme et sous quelle pédagogie? Enfin, la dernière question, vous l'avez esquissé dans votre conclusion. Plus généralement, quelles mesures pourraient être prises ou mises en place pour lutter contre ce que vous appelez la débâcle de l'école? Vous avez parlé de l'écriture, etc. Mais est-ce que vous pouvez prolonger tout cela? Merci. Oui, donc votre premier... Donc c'est une question difficile parce que ce mot est constamment employé sans être défini. On invoque la laïcité sans dire exactement ce qu'on entend par là. Or, effectivement, vous y avez fait allusion, la laïcité peut prendre des sens très différents. Donc, enfin, je ne sais pas si je dois rappeler ces sens. Non, mais il y a celui-là. Donc, mon sens à moi, c'est dans le cadre de l'école. Non, c'est simplement le fait que les professeurs n'ont pas à chercher à imposer leurs convictions à leurs élèves. L'école est là pour nourrir l'esprit, pour lui donner les moyens de l'esprit critique, ça a été dit tout à l'heure, les moyens de l'esprit critique, c'est-à-dire donc la maîtrise du langage, et également les nourritures intellectuelles qui permettent l'esprit critique, c'est-à-dire qu'on acquiert l'esprit critique en étant confronté à des pensées riches. On acquiert également l'esprit critique en apprenant des éléments de comparaison. Donc, pour moi, le rôle de l'école, qu'elle soit républicaine ou non, n'est absolument pas d'essayer de faire adhérer à telle ou telle valeur. Vous voyez, dans mon propos liminaire, j'ai fait allusion plusieurs fois à cette chose qui
que je considère très importante, qui a été très importante pour moi, pour mes frères, pour mon père, l'apprentissage du latin ou même du grec dans le cas de mon père. Donc il s'agissait de se confronter à des auteurs anciens, des auteurs d'il y a 2000 ans, donc d'une civilisation très différente, de pensées très différentes. Et bien justement, ces auteurs permettaient la comparaison. Et je veux insister sur le fait que quand je dis cela, vous voyez, vous avez prononcé l'adjectif réactionnaire. Là, je ne suis pas du tout réactionnaire, je ne suis même pas conservateur. Je suppose qu'un certain nombre parmi vous sont davantage attachés à la Révolution française que je ne le suis. Mais quoi qu'on pense de la Révolution française, elle a été faite par des hommes qui étaient nourris de latin et qui ont voulu une République française parce que dans les enseignements qu'ils avaient reçus, il y avait en particulier l'exemple de la République romaine. Donc ce sont ces éléments de comparaison qui leur étaient fournis, qui leur a permis de critiquer l'ordre politique et social dans lequel ils vivaient et finalement de le remplacer. Donc je ne veux pas plaider non plus pour les révolutions, mais je plaide pour la liberté. C'est-à-dire je ne veux pas plus un ordre imposé qu'une révolution imposée. Je veux que les moyens de l'esprit critique, les moyens de la liberté intellectuelle soient donnés, sachant que ces moyens comportent un risque, évidemment. C'est-à-dire chaque génération transmet ou doit transmettre à la génération suivante un certain héritage, ce qu'elle a reçu. Le critère principal est celui de la qualité. Ce n'est pas l'adhésion à telle ou telle valeur que l'on penserait, que l'on jugerait soi-même plus ou moins bonne. Et ayant transmis cet héritage, évidemment, on accepte le risque que la génération suivante en fasse un usage qu'on n'aura pas prévu. Mais là, c'est là qu'il y a un profond respect des personnes collectivement et individuellement. Donc pour moi, la laïcité a ce sens-là. Mon père le cite encore aujourd'hui assez souvent l'exemple d'un professeur de philosophie dont il avait suivi les cours en terminale. C'était donc dans les années 1950. Ce professeur était connu par ailleurs pour son engagement au Parti communiste. Donc c'était un lycée public, un professeur membre militant du Parti communiste et qui a consacré une partie très importante de l'année à l'étude de Charles Péguy. Donc ceci est un grand exemple de laïcité. J'espère que j'ai répondu à votre première question. Votre deuxième question... C'était l'école du savoir. Est-ce que l'école peut-elle ou doit-elle être le vecteur des valeurs républicaines? Et si oui, sous quelle forme et avec quel type de pédagogie? Oui, donc j'ai déjà commencé à répondre à cette question, c'est-à-dire que j'ai dit il y a quelques minutes que le mot laïcité était mal défini. Enfin, on peut proposer des définitions précises de la laïcité, mais je pense vraiment qu'il conviendrait de le faire dans le débat public. Chaque fois qu'on emploie le mot laïcité, de préciser en quel sens on l'emploie, de façon que les personnes puissent adhérer ou non à ce qui est dit,
et non pas qu'on leur impose d'autorité de se mettre au garde-à-vous chaque fois qu'ils entendent le mot laïcité. Et il en va un peu de même, à mon avis, pour les valeurs républicaines. Hein. C'est-à-dire quand on emploie le mot valeurs républicaines, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. Donc peut-être que justement, parmi ces valeurs, par exemple, certaines personnes auraient rangé, et en tout cas beaucoup auraient rangé par le passé, le respect du savoir. Bon, mais le respect du savoir, l'amour du savoir, ce n'est pas quelque chose qui se décrète ou qui s'impose en l'invoquant. C'est quelque chose qui s'obtient par la pratique. C'est-à-dire que on entraîne les jeunes générations à aimer le savoir en leur proposant le savoir. Un savoir riche, un savoir stimulant, un savoir qui enrichit leur esprit, qui les fait grandir intellectuellement. Alors, les personnes, de cette manière-là, respecteront le savoir. Mes parents, parce qu'ils ont reçu, donc l'un et l'autre étaient les premiers à faire des études de lycée, ensuite d'université, ils ont appris à aimer beaucoup le savoir parce qu'on leur a donné un savoir qui méritait d'être très aimé et très respecté. Et plus tard, évidemment, ils ont transmis ce respect du savoir à leurs enfants, donc mes frères et moi. Et il faut dire qu'avant eux, vous avez remarqué que j'ai commencé par mes grands-parents, qui n'avaient pas fait d'études supérieures, ni même d'études de lycée, dont 3 sur 4 avaient commencé à travailler à 12 ans, mais qui déjà avaient j'ai envie de dire, un respect infini pour le savoir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'avaient connu que l'école primaire, ils avaient le certificat d'études, mais donc toute leur vie, ils ont eu le sentiment que donc ils ont regretté toute leur vie de n'avoir pas étudié davantage. Et ils n'ont pas pu, évidemment, apprendre à leurs enfants ce qu'eux-mêmes ne savaient pas, mais leurs enfants, donc mes parents, ont grandi dans des familles où le savoir était respecté par principe, c'est-à-dire à la fois de confiance, c'est-à-dire que, par exemple, mes grands-parents avaient, et encore mes parents quand mes frères et moi étions enfants, mes grands-parents avaient dans l'école républicaine une confiance totale. Confiance que, comme vous l'avez compris, je n'ai plus aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que cette perte de confiance a été un déchirement pour moi, comme il l'est pour d'innombrables autres personnes. C'est-à-dire, bon, vous avez voulu m'auditionner parce que à cause de mes titres particuliers, mais bien sûr, je pense que vous comprenez que ce que j'ai exprimé, des millions de personnes en France le pensent de la même façon, dans tous les milieux sociaux. Vous avez fait allusion à ma démission forcée du Haut Conseil de l'éducation. Après cette démission forcée, j'ai reçu des centaines et même peut-être des milliers de lettres, de courriels, de professeurs, d'instituteurs, de parents d'élèves, de grands-parents d'élèves qui souvent ont des meilleurs éléments de comparaison que les personnes qui aujourd'hui, ou même il y a 10 ans, étaient de simples parents. J'ai même reçu des lettres d'étudiants qui se rendaient compte que ce qu'ils avaient reçu n'était pas bon. J'ai reçu en particulier plusieurs fois des lettres d'étudiants des IUFM à l'époque me disant voilà ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que je fais? Et moi qui ai l'habitude, comme vous l'avez compris, de ne pas mâcher mes mots, je leur disais, écoutez, faites semblant d'être d'accord, parce que c'était la condition pour être titularisé, pour devenir instituteur, faites semblant d'être d'accord, autrement dit, mentez,
Et quand enfin vous serez titularisé, que vous serez devenu instituteur, enseignez suivant votre conscience. Voilà ce que je répondais à ces personnes qui m'écrivaient. Donc, ça illustre à la fois l'étendue de ce que j'appelle le désastre, la débâcle de l'école, et en même temps le fait que tout n'est pas perdu. Parce que vous voyez que, par exemple, cet amour du savoir, cette valeur accordée au savoir, que beaucoup de personnes auraient certainement rangé parmi les valeurs républicaines, voyez que dans la société française, elle existe encore beaucoup. Elle n'est plus supportée, ou très peu, par l'institution, mais elle existe chez les personnes grâce aux héritages familiaux. Hein, j'ai même vu ou été en contact ou rencontré des jeunes qui, par exemple, se rendaient compte qu'ils avaient très peu reçu, à la fois dans l'école et dans leur famille, mais qui ressentaient, qui de manière un peu miraculeuse pour moi, étaient capables néanmoins de juger tout cela de manière critique et de ressentir le besoin d'une meilleure formation, de meilleure nourriture qui leur avait manqué. Donc, voilà. Donc, pour moi, disons, je n'attends pas de l'école publique qu'en quelque sorte, elle fasse un catéchisme de valeurs républicaines. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends qu'elle donne de bonnes nourritures, donc des nourritures riches, les meilleures. Donc, ça veut dire apprendre les classiques. Et se confronter, quand je dis les classiques, donc évidemment, pas seulement des auteurs contemporains, mais des auteurs anciens qui ont l'avantage de nous mettre en contact avec d'autres manières de penser. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup trop dans le présent. Nous avons besoin d'être confrontés à d'autres manières de penser. Il existe à notre époque une tendance beaucoup trop forte à penser que notre époque est supérieure à toutes celles qui l'ont précédée. Peut-être, notre école a des raisons de penser qu'elle est meilleure que d'autres pour un certain nombre de raisons, mais encore faut-il donner les moyens de faire la comparaison. Et pour ça, de confronter aux auteurs anciens. Donc, puisqu'on est en France, donc bien sûr, il faut apprendre d'abord et avant tout la langue française, les grands classiques français, se rendre compte aussi que nous avons une responsabilité, c'est-à-dire pas seulement pour eux-mêmes, pas seulement pour nous-mêmes. Je veux dire que le monde pris globalement, je vais également parler dans une perspective universelle, le monde pris globalement est riche de ces différentes cultures. Et parmi les cultures du monde, la culture française est une grande chose. Très souvent, je rencontre des personnes étrangères donc soit des personnes que je rencontre à l'étranger, soit des personnes étrangères qui vivent aujourd'hui en France et qui paraissent être davantage conscientes que la plupart que beaucoup de Français nés en France, Français de souche, ou que les représentants des institutions, donc qui paraissent avoir davantage conscience de ce que représente la culture française, particulièrement sa littérature dans l'histoire du monde. Également ses mathématiques, hein, vous avez fait allusion à la qualité, à la fécondité des mathématiques françaises. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si on voulait, ou si on veut, parce que certainement vous le voulez, faire aimer la République, eh bien, donner des nourritures de qualité. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que aujourd'hui, ceci fait cruellement défaut. Votre troisième question. La question, c'était, vous avez répondu en partie, c'était quelles étaient les mesures pour lutter contre cette débâcle de l'école? Alors, donc ici, cette question m'a déjà été posée par des hommes politiques que j'avais rencontrés, en particulier dans la période où j'étais très engagé sur ces questions, même par un ministre de l'Éducation nationale qui m'avait demandé d'aller le voir. Il me posait exactement cette question: que faire? Je ne dirais pas quel ministre, peu importe. Je lui avais répondu, comme aux autres, quelque chose qui va certainement vous surprendre.
parce que les responsables politiques sont habitués à penser d'une autre manière. Donc je lui avais répondu, Monsieur le ministre, ne faites rien. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui n'est pas d'action. Nous avons d'abord le problème le plus important de l'école publique, de manière générale de l'éducation en France, n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème de structure, c'est un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous voyez l'expression que j'avais employée avec Mme Lursa pour le titre de ce livre, la débâcle de l'école, donc avec une analogie militaire et également une analogie avec un événement particulièrement tragique et dévastateur de l'histoire de France. Donc j'avais pris cette analogie parce que l'éducation nationale aujourd'hui, et plus exactement, enfin plus généralement tout le système d'enseignement, j'ai également mentionné les écoles privées sous contrat, comme vous avez remarqué. Donc cet ensemble-là est comme une armée en déroute. Et dans une armée en déroute, bien souvent, la première chose à faire et pour le général ou les généraux qui se trouvent à la tête de cette armée, de rendre courage. Et de rendre courage comment? Par la parole. Donc à ce ministre qui m'avait demandé d'aller le voir, qui me demandait quoi faire, je disais, Monsieur le ministre, la première chose que j'attendrais de vous, ça serait de faire des beaux discours. Et des discours consacrés, par exemple, à la valeur du savoir et qui l'illustrent, c'est-à-dire des discours qui soient magnifiques sur le plan de la forme et riches sur le plan du contenu. Il faudrait, je lui avais dit, il faudrait que vous sillonniez la France, que vous alliez partout et que partout vous parliez pour peu à peu, pour remobiliser les troupes, pour peu à peu permettre le retour d'un certain bon sens. Donc voilà la première chose que j'attendrais. Donc je l'ai dit en particulier à un ministre de l'Éducation nationale, dont je savais d'ailleurs que ça va peut-être vous donner une indication sur qui il était. Donc je savais qu'il aurait pu, c'est-à-dire justement c'est un ministre qui avait suffisamment d'éloquence, quelqu'un qui aurait pu faire des discours, mais qui ne le faisait pas. Je me souviens, là, quand il m'a reçu, je lui ai montré un certain nombre de choses qui figuraient sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, qui étaient aberrantes, ne serait-ce que du point de vue de la langue. Et donc il m'a dit, oui, vous avez raison, mais tout cela n'a pas d'importance. Donc voilà, un ministre me dit ça à propos de ce qui était mis en ligne tous les jours sur le site de son propre ministère. Et lui-même n'avait pas... Donc il me demandait quoi faire, alors que par sa formation, il était d'abord et avant tout un homme d'écrit et de parole. Il me demandait quoi faire et il négligeait complètement l'écrit et la parole. Donc, voyez, là encore, puisque vous m'avez parlé, vous m'avez interrogé à propos des valeurs républicaines, donc les valeurs républicaines, c'est-à-dire celles de la République telle qu'elle s'est fondée à partir de la Révolution de 1789, les hommes de la République étaient d'abord et avant tout des hommes de parole. Quand on lit les discours que ces personnes faisaient à la Constituante, à la Convention, excusez-moi de le dire, mais quand on compare ces discours à ceux qui sont prononcés aujourd'hui par n'importe quel homme politique, on est saisi. Alors, vous voyez, j'avais parlé à ce ministre de l'Éducation nationale de son rôle particulier, mais vous voyez que je suis en train de glisser à l'instant, de manière plus générale, sur la parole des hommes politiques. Donc c'est un fait aujourd'hui que les hommes politiques de tous bords parlent mal. Et vous voyez, donc tout à l'heure, j'ai fait allusion à mes grands-parents qui n'avaient que leur certificat d'études, qui avaient commencé à travailler à 12 ans, mais qui s'exprimaient bien mieux que, par exemple, l'actuel président de la République ou son prédécesseur.
Et donc, mes grands-parents sont morts il y a un certain nombre d'années, mais je sais bien que s'ils entendaient, s'ils étaient encore vivants, qu'ils entendaient les hommes politiques s'exprimer de cette façon, eux qui, par exemple, avaient été ouvriers toute leur vie, seraient profondément choqués. Merci. Est-ce que ça suscite une question de la part de notre collègue? Oui, Jean-Claude. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Laforgue des propos que vous avez tenus, qui sont des propos, j'allais dire, très sévères pour le système éducatif. Donc, vous avez dit qu'il est en débâcle, mais ces propos, ils prennent d'autant plus de force que vous avez dit en préambule que vous deviez beaucoup, pour ne pas dire tout, à l'éducation nationale. Moi et ma famille. Vous et votre famille, et que vous aviez aujourd'hui malheureusement plus confiance en l'école dite républicaine. Vous avez fait le constat de la nécessité ou de la priorité absolue de la langue. Je crois qu'effectivement c'est fondamental. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, je veux dire, à ce niveau? Est-ce qu'il faut augmenter les nombres d'heures? Est-ce que ça passe par des réformes pédagogiques? Parce que c'est vrai que si on veut redonner leur respect au savoir, il faut que les jeunes à qui on veut donner ce savoir soient en capacité de le recevoir et soient capables, pour reprendre votre terme, à assimiler ces bonnes nourritures. Et vous avez dit donc que tout ça, ça existe dans les personnes. Mais que, si je puis m'exprimer ainsi, ça serait la perversité du système qui fait qu'on ait des difficultés à le mettre en place. Alors, vous avez dit, il faut faire... J'ai dit, ça existe chez certaines personnes. Chez certaines personnes, bien sûr. Mais que c'est plus le système qui fait en sorte que ces valeurs ne sont plus suffisamment reçues, suffisamment enseignées par les jeunes. Alors, vous avez dit que les ministres devaient faire des discours. Vous avez raison, au sens, je pense, du contenu et du fond du discours, parce que les discours, ils en font beaucoup, souvent très contradictoires. Alors, comment on peut, justement, essayer de remonter la pente? Vous y avez déjà en partie répondu aux questions de notre rapporteur, mais comment on peut faire, effectivement, pour que ces jeunes acquièrent le savoir, respectent ce savoir? Quelles sont, si vous aviez 3 mesures à nous proposer, quelles seraient ces 3 mesures pour justement remonter la pente, redonner confiance dans notre école qui, vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Socrate qui disait: le savoir est la chose au monde la mieux partagée, et qui augmente, que le partage du savoir doit augmenter, ça profite à tous, mais qu'aujourd'hui on voit bien, c'est ce partage du savoir qui, je connais certaines difficultés. Non, mais les mesures, bon, vous en avez cité une, c'est-à-dire renforcer les heures d'enseignement, d'abord et avant tout du français. Vous remarquez, je suis scientifique et je vous parle d'abord de cela. Je pourrais également vous parler de l'enseignement des sciences, mais par exemple, même pour moi, mathématicien, comme pour mes collègues, comprenez aussi que ce que je dis en mon nom personnel est également partagé par beaucoup de mes collègues chercheurs. Donc pour nous, la première condition de l'apprentissage et de la pratique des sciences, c'est la maîtrise parfaite de la langue. J'ai fait allusion tout à l'heure à la multiplicité, au grand nombre de témoignages qui m'avaient été apportés, donc en particulier par des professeurs, des instituteurs de tout niveau, et donc bien sûr de professeurs d'université, et parmi ceux-là, bien sûr, de professeurs de sciences, de mathématiques, de physique, d'autres disciplines encore. Or, dans les témoignages qui m'ont été envoyés, ce qui revenait le plus souvent, même de manière quasiment systématique, c'était le manque de maîtrise de la langue par les étudiants, qui leur rendait impossible non seulement de raisonner, d'écrire, de rédiger un texte de mathématiques ou scientifique, ou même de lire, parce que le langage qu'emploient les scientifiques n'est pas la langue courante. Même, vous avez certainement des souvenirs
des mathématiques élémentaires que vous aviez apprises quand vous étiez sur les bancs des écoles. Si on vous dit soit ABC un triangle, ce n'est pas du langage courant. Cette phrase-là, pour être comprise, demande de connaître la grammaire, la conjugaison du verbe être. Vous voyez ? Et donc c'est un rapport à la langue qui est différent, qui est plus réfléchi que le rapport un peu instinctif instinctif et sans distance que l'on a au langage courant. Hein, c'est pour cette raison, enfin c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles l'apprentissage du latin et du grec, du latin ou du grec, ou du latin et du grec, c'est encore mieux, a joué un rôle très très important pendant des siècles dans la formation des scientifiques de toute l'Europe. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'existe plus que dans la vieille génération. Et donc je sais que déjà, évidemment, l'enseignement du latin et du grec n'a cessé au cours des décennies d'être peu à peu dévalorisé, mis sur le côté, rabaissé. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il est même question de le supprimer complètement, l'intégrant dans un enseignement dont je ne comprends même pas l'intitulé. Mais pour moi, scientifique, c'est une catastrophe. Je parle en tant que mathématicien, en tant que scientifique. Je vais vous dire une chose qui m'a frappé hier, donc dans mon institut de recherche. Il y avait une grande conférence sur la mécanique quantique, avec donc la participation de beaucoup de gens, principalement des Français et des Européens. Et alors, donc, il y avait, je ne sais pas, des dizaines de personnes qui étaient là, donc venues enfin beaucoup de Paris, mais également de toute l'Europe. Or, brusquement, j'ai pris conscience d'une chose. Enfin, c'est même pas moi qui en ai pris conscience, c'est un collègue qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, mais la moyenne d'âge, elle est de 70 ans. Oui, et parmi les personnes présentes, il y en avait beaucoup âgés de plus de 80 ans. Des gens qui, justement, avaient été nourris de latin et pour beaucoup aussi de grec dans leur jeunesse. Et la relève n'est pas là. Du moins, elle n'est pas là en Europe. Il faut bien se rendre compte du caractère dramatique de la situation. C'est-à-dire, vous avez, vous voyez, si on prononce le mot mécanique quantique, donc c'est l'une des branches les plus importantes de la physique, qui aujourd'hui a d'ailleurs des applications économiques énormes. Hein. Toute l'électronique est fondée sur la mécanique quantique. Hein, donc les enjeux sont colossaux. Or là, vous aviez une conférence où la moyenne d'âge, à vue de nez, était de 70 ans. Il y avait plus de personnes de plus de 80 ans que de personnes entre 20 et 30 ans. Donc, la maison brûle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes dans une situation telle que celle-ci, vous ne pouvez pas espérer remonter la pente. La première chose qui est nécessaire, c'est une prise de conscience. Et à partir de là, les mesures à prendre, à partir du moment où on prend conscience de la situation et où simplement on retrouve un bon sens élémentaire, les mesures à prendre deviendraient évidentes. Donc je n'ai pas à vous dire ça à votre place, à la place des responsables. Hein, mais par exemple, j'ai fait allusion également dans ma présentation liminaire au fait que donc j'ai fait allusion aux écoles hors contrat, qui bien sûr représentent une infime proportion des élèves, des professeurs, mais dont le nombre augmente. Et donc aujourd'hui, j'ai été amené, moi qui n'ai jamais connu que l'école publique,
qui, il y a 20 ans encore, ignorait jusqu'à l'existence des écoles hors contrat. Donc aujourd'hui, j'en suis amené à consacrer, disons, toute mon énergie au service de l'éducation, à soutenir ces écoles. Et donc, par exemple, on me demande d'intervenir d'aider ces écoles d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle d'une présentation que j'ai faite il y a quelques mois, enfin, disons, d'une intervention que j'ai faite, qui était précédée par une présentation par un responsable d'une telle école, un fondateur d'une telle école, de ce qu'il allait faire dans son école. Et donc la présentation était saisissante parce que c'était uniquement du pur bon sens. C'est-à-dire des choses dont je n'aurais jamais imaginé qu'elles puissent être mises en question nulle part. Mais des choses... Vous voyez, donc il y avait cette personne qui présentait son école. Moi qui intervenais, d'ailleurs, non pas pour pousser les gens à faire ceci ou cela, à choisir cette école ou l'école publique, simplement leur dire, posez-vous la question de l'école. Leur dire, attention, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire confiance de manière aveugle. Vous devez vous poser cette question. Et donc, la personne qui présentait son programme présentait des choses de pur bon sens, que n'importe qui peut comprendre, qui auraient été évidentes pour mes grands-parents ouvriers. Mais que tous ces parents qui étaient là, devant nous, ne trouvaient pas dans les écoles publiques et privées sous contrat normales. Donc voilà, enfin, c'est une situation dans laquelle je n'aurais jamais imaginé, même il y a encore 15 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour dans cette situation. Et je ne la comprends pas. Simplement, je dis, elle existe. Là, c'est un constat. Je pourrais également citer le cas d'amis que j'ai qui habitent dans le sud de la France. Donc, je les vois régulièrement. Ils ont eu plusieurs enfants. Donc, d'abord leur aîné, puis d'autres. Ils ont 5 enfants maintenant. Et quand ils ont eu leur premier fils, puis ensuite les suivants, je les avais mis en garde. Je leur avais dit, attention, l'école d'aujourd'hui n'est plus celle que vous pensez, celle que vous avez connue quand vous étiez enfant. Pourtant, ces personnes sont plus jeunes que moi. Et d'abord, ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Enfin, bon, ils m'ont écouté parce qu'on est amis, mais j'ai bien senti qu'ils pensaient que j'exagérais. Et puis, ils ont mis leurs enfants dans une école qui avait la réputation d'être la meilleure du département. Et j'ai vu, d'année en année, monter leur inquiétude. Également, quand j'allais chez eux, je vais chez eux au moins une fois par an, je passe quelques jours, et donc j'essayais de travailler avec les enfants, de les faire lire. Et là, je voyais les dégâts dans cette école censée être la meilleure du département, je voyais les dégâts des méthodes, en l'occurrence semi-globales, qui officiellement n'existent plus, mais qui en fait sont pratiqués partout, encore aujourd'hui, d'après tous les échos que je reçois. Et je voyais ces dégâts, c'est-à-dire un enfant de CE2, l'aîné, quand il était encore en CE2, je lui demandais de lire, et je le voyais qui essayait de deviner la fin des mots, qui sautait tous les petits mots. Donc ce qu'il lisait était complet. Il ne comprenait rien de ce qu'il lisait, et il ne lisait pas, évidemment. Bon, alors, donc j'ai vu, les parents sont devenus de plus en plus inquiets jusqu'au jour où ils se sont associés avec d'autres parents pour fonder leur propre école. Une chose qu'ils n'auraient jamais imaginée. Donc ceci s'est produit il y a 18 mois et j'ai vu l'été suivant, donc j'ai revu ces garçons un an après, c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire en un an, disons, tout l'essentiel avait été réparé. Ce garçon qui auparavant était incapable de lire, il avait enfin appris à lire. Et maintenant, il lit tout le temps. Et ceci est dans une école donc, fondée avec des moyens dérisoires, dans un baraquement, c'était au milieu d'une zone industrielle, un bâtiment qui évidemment n'était pas fait pour être une école, donc dans des conditions de fortune,
avec une école où enseignaient il y avait seulement 2 classes dans cette école, c'est-à-dire que chacune des institutrices enseigne à 3 niveaux en même temps. L'une des institutrices donc avait eu une formation d'institutrice, d'ailleurs en marge du système, et l'autre était simplement une mère de famille, mais qui appliquait du bon sens, et qui en un an a obtenu des résultats sans commune mesure avec ceux de l'école de la République ou privée sous contrat, je ne sais même plus, mais peu importe. Donc je ne comprends même pas, je ne comprends pas cette situation, mais je la vois, elle est là. Encore une fois, ces amis que j'ai qui ont fait ça, il y a 10 ans, ne me croyaient pas. Ou même, quand je dis 10 ans, même il y a encore 5 ou 6 ans, ils ne me croyaient pas. Et j'ai vu peu à peu leur prise de conscience confrontée à la réalité. Ces gens ne sont d'ailleurs pas des intellectuels. Ces gens ont un commerce de fruits et légumes. Voilà. Merci beaucoup. Une réaction encore ? J'aurais une petite question, mais avant, je voudrais faire une rectification. J'ai pris un raccourci entre Socrate et Diderot. Ouais. Hein, Diderot a dit le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Socrate a dit le savoir est la seule matière qui augmente lorsqu'on la partage. Alors, et voilà, quand on a des lettres, on fait son mix soi-même. Bravo, bravo. J'ai pris un raccourci, c'est l'hypoglycémie. J'aurais une question. Pour terminer sur une note un peu plus optimiste et qui n'est pas liée directement à ce qui nous concerne, malgré, j'allais dire, tout ce qu'on vient de dire sur le système scolaire, comment vous expliquez aujourd'hui le succès des mathématiciens qui font honneur à la France et dont vous faites partie ? Oui, donc c'est un héritage, c'est-à-dire qu'il existe une école mathématique française. Donc là, quand on dit école mathématique française, on parle du milieu des chercheurs, du milieu des universitaires, donc qui est très riche, qui s'est reconstitué un peu par miracle, disons dans les années 30 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et qui depuis se perpétue. Donc par héritage. C'est pour cela que je suis tellement sensible à l'inertie des choses. C'est-à-dire, par exemple, le bon système, le système en particulier d'école primaire que nous avions en France, qui était l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde, il y a 50 ans et plus. Il a fallu des décennies pour le détruire. Et aujourd'hui, même avec la meilleure volonté du monde, avec les meilleures politiques du monde, il faudrait des décennies au moins pour le reconstruire. Et donc cette école mathématique française, elle existe, elle est là, elle se perpétue parce qu'il y a des mathématiciens chevronnés qui transmettent de manière efficace à des plus jeunes. Mais attends, là aussi, j'ai certaines inquiétudes. Par exemple, l'inquiétude suivante qui ne concerne pas seulement la France, mais tous les pays européens et peut-être même au-delà, le fait que les scientifiques d'aujourd'hui, les jeunes scientifiques d'aujourd'hui, n'ont plus du tout le même type de formation que les scientifiques européens avaient eu pendant des siècles. C'est-à-dire une formation, j'insiste encore là-dessus, d'abord littéraire, philosophique, fondée sur les humanités classiques. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas du tout cette culture, donc la plupart du temps, ils deviennent de bons techniciens de la science. Mais il leur manque une capacité de recul et de réflexion. Nous sommes à une époque où, à l'échelle mondiale, il y a bien sûr plus de scientifiques que jamais dans toutes les disciplines. Mais est-ce que la science d'aujourd'hui est aussi inventive, aussi créative qu'elle l'a été jusque dans les années 1950 ou 1960 ? Je n'en suis pas convaincu.
Et je me demande si, en tout cas, si on rapporte la créativité actuelle au nombre des scientifiques, il est complètement évident que la créativité s'est effondrée. Et je me demande si la raison n'en est pas la différence de formation. Et justement, le manque d'humanité, de culture philosophique, voilà, je pense d'ailleurs que disons, il est bon bien sûr de faire des comparaisons avec d'autres pays. Et là, enfin, en quelque sorte, je vois de manière complètement évidente une sorte de prise de relais sur ce plan-là, comme sur beaucoup d'autres, par les pays d'Asie. Hein. C'est-à-dire que les problèmes que j'ai décrits n'existent pas dans les pays d'Asie. Au moins dans un certain nombre que je connais, que ce soit le Japon, le Vietnam, la Chine. Et là-bas, excusez-moi de prononcer à nouveau cet adjectif que vous avez prononcé, mais on a une éducation qui, en France, serait qualifiée de réactionnaire, mais qui permet la modernité. C'est-à-dire qu'au Japon, par exemple, aujourd'hui encore, dans les écoles, tous les élèves apprennent à se servir d'un boulier. Mais ça n'empêche pas, et bien au contraire, le Japon d'être l'un des grands pays de l'électronique. Hein, c'est-à-dire, il ne faut pas se penser que le système d'éducation, en particulier dans les premières années qui sont les plus importantes, qu'il doit être modifié pour être adapté à telle ou telle contrainte économique. On ne va pas instruire et éduquer pour préparer directement à un métier. On va donner la maîtrise du langage, la possibilité de raisonner, des éléments culturels qui vont former la personne, et ensuite la personne pourra apprendre beaucoup d'autres choses. Hein, donc il faut se rendre compte aussi que, bon, par exemple, l'enseignement primaire ne doit évidemment pas obéir au même principe que l'enseignement universitaire. Hein, je suis en train de dire une chose de bon sens, mais qui, dans l'école française, bien souvent, on a voulu faire à l'école primaire des choses qui auraient eu leur place à l'université. Et le résultat est qu'aujourd'hui, à l'université, on est obligé de revoir avec les étudiants des bases qui auraient dû être sues et même devenir une seconde nature dès l'école primaire. Ne serait-ce que des bases de grammaire et d'orthographe. Merci beaucoup, merci. Donc nous allons essayer de retrouver, de faire passer un peu de bon sens dans notre rapport. Merci. Merci. C'est vrai que les anciens scientifiques, ils étaient médecins, chercheurs, peintres, philosophes. Ouais. Ils étaient cultivés. Ouais. C'est le message que je... Merci à vous.